Mesdames, Messieurs, bonjour Queer. Pour ce premier anniversaire de Coconut Podcast, ça fait déjà 1 an que nous sommes avec vous sur une base hebdomadaire. Alors, nous recevons une autre grande pointure. Vous allez faire toute une découverte. Il se veut en quelque sorte un de ceux qui, dans la métropole et dans le Québec, au Canada, nous donne accès aux personnalités, entre autres, sportives et médiatiques. En faisant les recherches, qui sont celles de Coconut Podcast, nous sommes tombés sur un diamant brut. Alors, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons celui qui est président fondateur du groupe MVP, en anglais, Most Valuable Player. Alors, sans plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, messieurs, dames, Simon Arsenault. Salut Alain, quelle intro incroyable. Je pense qu'avec une intro comme ça, si on avait à déterminer un Most Valuable Player des intros d'entrevue, je te décernerais ce prix. Commandante en jefe, merci pour ce commentaire venant du président fondateur, écoute, du groupe MVP. C'est tout un honneur que tu nous fasses un tel commentaire. Simon Arsenault, en ces temps de pandémie, crise sanitaire, comment vas-tu? Et la question se décline sur le plan personnel et comment ça s'orchestre pour toi sur le plan professionnel. On t'écoute. Mais c'est gentil. Merci encore une fois de l'invitation, Alain. Écoute, moi, ça va quand même très bien. C'est sûr que comme tout le monde, on vit des moments difficiles. C'est un peu décourageant d'écouter les nouvelles. Fait que j'essaie de les écouter un peu moins souvent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lueurs d'espoir. Il y en a, il y a du soleil, il y a de l'ombrage, il y a du soleil, il y a de l'ombrage. Donc, de participer au Coconut Podcast, là, ça l'ajoute du soleil. Fait qu'on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Excellent, excellent. Et puis, donc, moi, vois-tu, comme tu as fait une brève intro là, par rapport à mon entreprise, je gère une agence qui donne accès aux grandes icônes sportives québécoises, principalement, aux athlètes professionnels, aux athlètes olympiques, aux légendes du sport et aux membres des médias sportifs. Puis ça, moi, depuis 4 ans et demi que j'ai lancé cette entreprise-là, je donne accès aux organisations, aux entreprises qui veulent faire des partenariats avec ces célébrités-là. Puis je développe des concepts de publicité, des concepts de relations des fois médiatiques. On fait également du contenu sur les médias sociaux. On crée des productions visuelles, télévisuelles. On fait des productions de photos. Donc, on aide vraiment les brands, les entreprises à propulser leurs ventes vers le haut, à augmenter leur notoriété dans le marché en s'associant avec les grandes célébrités sportives. Donc ça, c'est notre mandat commercial. Et lorsque la pandémie a commencé au mois de mars dernier, on célèbre les 1 an, ça a été vraiment, c'est tombé à plat. Le sport a arrêté, les matchs de hockey professionnel, toutes les ligues ont tombé à zéro. Donc, c'est sûr que quand il n'y a pas de sport, la demande pour les athlètes pour faire du contenu publicitaire, où on offre aussi des services de conférenciers, c'est tombé à plat. Donc, moi, j'en ai profité pour prendre du repos. C'est ce que j'ai fait là, dans le printemps et l'été dernier. Ça faisait 4 ans que je gérais mon entreprise. Puis, quand tu es un chef d'entreprise, quand même une petite entreprise, malgré qu'on travaille avec des très grands noms de l'industrie, ça reste que c'est une petite entreprise et que je gère. J'engage des pigistes là, sur certains projets, mais c'est vraiment moi qui fais la négociation, le partenariat et tout. C'est difficile de dire, je vais prendre 2 semaines de vacances, puis pendant 2 semaines, je transfère mes appels. Donc, dans mon cas, c'était pas possible depuis quelques années. Fait que la pandémie a fait en sorte que, en tombant les activités plutôt très tranquilles, quasiment zéro, là, j'en ai profité, moi, pour me ressourcer, pour retravailler sur mon marketing, nos messages, notre concept, un peu aussi au niveau de l'entreprise, remettre en question un peu nos communications, mais aussi au niveau personnel, c'est beaucoup d'introspection, je te dirais, que je trouve que la pandémie nous force à faire. Puis autant au point de vue personnel que collectif. Puis je pense qu'on a passé à travers des périodes
mouvementé, les élections américaines, le Black Lives Matter, tout ça. Donc, je trouve que, étant donné que l'économie est au ralenti, le développement, les voyages sont aussi amputés, mais là, c'est une bonne occasion pour tout le monde de de remettre en question, revenir à nos valeurs de base, puis aussi, je passe du bon temps en famille. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça que je fais pendant cette période. Puis, malgré tout, je reste très positif. Puis, j'ai hâte que les choses reprennent parce que quand ça va reprendre, je pense que ça va être très, très fort au point de vue business. Je pense que l'économie va reprendre de plus belle. Il va y avoir peut-être un certain boom. Puis, je pense qu'au point de vue collectif, peut-être que les gens vont avoir des nouvelles habitudes de vie. Peut-être étant donné qu'on est revenu à la base, peut-être qu'on va avoir un changement pour le mieux, en fait. Plus en profondeur, oui. Justement, je pense que les gens on se connecte. Je pense qu'on revient on revient aux sources, on revient à nos racines. Puis j'entrevois l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Excellent. Ben, c'est ça, on sent que tu es quelqu'un d'hyper positif. Tu illumines à travers l'écran, tu rayonnes, on sent que ton sourire. Écoute, il doit y avoir du monde qui t'entoure, qui te rendent heureux, la famille. Est-ce que la famille va bien, Simon? Excellent, super. Excellent. Maintenant, on va apprendre à connaître Simon Arsenault. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, on sait que dans ta vraie vie, tu habites sur la rive sud, une des rives. Est-ce que tu y aurais grandi? Ben là, ouais, je suis retourné à Brossard. OK. J'ai habité pendant 4 ans à Griffintown, à côté du Centre Bell. Parce que moi, avant de lancer l'entreprise Groupe MVP, j'ai travaillé pour l'organisation du Groupe CH, donc c'était le Canadien de Montréal et Evenco pendant 11 ans. Et je travaillais au Centre Bell. Donc pendant 11 ans, tous les jours, je rentrais au Centre Bell. Et le jour que j'ai décidé de quitter mon emploi pour me lancer en affaires, quelques semaines plus tard, je suis déménagé à côté du Centre Bell. Comme carrément. Ouais, je voulais rester attaché, je voulais être dans le cœur du centre des affaires. Fait que je suis allé faire un 4 ans à Montréal et là, je viens tout juste de retourner à Brossard. Et effectivement, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à Brossard. Je te dirais, la fin de mon école primaire, mon secondaire, j'étais sur la rive sud de Montréal. Puis ensuite, j'ai bougé un petit peu. T'as pris ton petit baluchon et tu t'es promené un peu. Est-ce que tu as visité notre Québec quand même, en étant plus jeune? Oui, mais tu sais, moi, ma mère est originaire de Victoriaville, donc mon père de Montréal. Donc, quand on était plus jeune, on avait une maison de campagne dans la région de Victoriaville. Puis ensuite, on est revenu à Brossard. Puis, quand je suis arrivé au cégep, j'ai décidé d'aller... Ma mère était rendue dans la région de Trois-Rivières. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller au cégep à Trois-Rivières. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime le changement. Contrairement à beaucoup de gens, on sait que normalement, les humains sont réfractaires au changement. Ça fait toujours peur, c'est de l'inconnu. Les gens sont confortables dans leurs pantoufles. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime ça me mettre dans des nouveaux environnements, puis j'aime ça me challenger. J'ai toujours été comme ça. Fait que j'étais parti, anyway, faire mon cégep à Trois-Rivières. Puis je m'étais dit, ça va être une occasion de connaître du nouveau monde, et de me concentrer sur mes études un peu plus qu'avec mes amis. Faut partir un peu. Là. Un peu fêtard. Donc, puis je voulais rentrer en droit à l'université. Donc, j'étais parti à Trois-Rivières. Puis je suis revenu à Montréal par la suite pour aller finalement... En droit, tu vas étudier en droit là, quand même, mais tout en étudiant en droit à l'ESG, c'est bien ça? Oui, c'était sciences juridiques en droit. Mais en fait, il l'appelait sciences juridiques, mais qui était la faculté de droit de l'UQAM. OK, de l'UQAM. Oui, j'ai toffé, si on peut dire, seulement qu'1 an et demi en droit, parce que mon but, c'était d'aller me chercher un titre d'avocat. Parce que mon grand frère, qui est un de mes mentors, qui a toujours été un de mes grands mentors dans la vie, il m'avait dit, Simon, sachant que j'étais un entrepreneur, puis qu'un jour, je voulais me lancer en affaires, puis je le sens depuis que je suis tout jeune, il m'avait dit, le conseil que je te donne, c'est va te chercher un titre à l'université, un titre de professionnel. Il m'avait dit, tu as le choix, tu as 3 options. Avocat, comptable ou ingénieur. Il dit, avec ça, ça va
l'expertise que tu vas développer, le raisonnement intellectuel que tu vas développer au cours de tes études va te servir pour ton cheminement de carrière, mais ta signature, ton titre professionnel va t'amener une crédibilité, une notoriété supplémentaire dans le marché des affaires. Donc, j'avais opté pour le droit ayant une admiration puis un intérêt pour le droit des affaires. Okay. Mais quand je suis arrivé en droit, j'ai réalisé que sur les 33 cours du bac, il y en avait deux en droit des affaires. Ça, c'est du droit civil, la common law que vous faites. Je connais ça. C'est exactement ça. On était en technique juridique. Civil, famille, tout ça, là, je détestais. Fait que finalement, j'ai bifurqué après 1 an et demi. Ça m'a donné un certificat, puis je suis allé j'ai étudié en business. Oui. Puis ça va t'amener? Oui, vas-y. Ben, finalement, après mes 2 ans en business à l'UQAM, à l'école de commerce là-bas, j'ai fait un transfert, puis je suis parti en France, à Marseille, à l'école supérieure de commerce. Et c'est là que j'ai complété mon bac en administration des affaires avec un profil marketing et affaires internationales, tout en lançant une business en France avec mon frère qui était aussi en France comme consultant en télécom. Puis là, je m'étais lancé en affaires en France. C'était toute une aventure, on va dire. OK, mais pourquoi la France et non pas la Belgique ou, je sais pas, le Liechtenstein, tu sais, par exemple? Qu'est-ce qui va t'amener? Est-ce que c'est la renommée, un contact que tu avais dans cette université ou ton frère qui était déjà en Europe? Qu'est-ce qui va t'amener spécifiquement là, à Massilia? Très bonne question parce que j'ai réfléchi avant, parce que les options d'échange avec l'UQAM, je le conseille à tous les jeunes, s'ils sont aux études, puis dans leur école, il y a l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, allez-y. Allez-y, parce que tu rencontres des gens de partout dans le monde, tu apprends d'autres cultures, tu sors de ta zone de confort. Encore, tu l'as fait, toi? Oui, je l'ai fait. J'étais allé en Tunisie. Puis je suis passé par Marseille, parce qu'il fallait être en Tunisie à un moment précis pour débuter le stage et pouvoir l'honorer. C'était 4 mois. Et je suis passé, puis j'ai pris le bateau SNCM, puis je suis descendu. Mais de Marseille, on a pris le bateau, puis je suis allé en Tunisie, puis je suis arrivé à temps pour mon stage. Donc, et vraiment, je le recommande à... Ben oui, non, c'est une belle expérience quand tu es jeune, puis... tu développes aussi des contacts à l'international et tout. Donc, la raison, c'est parce que j'avais regardé la liste. J'avais peut-être 30 options à travers le monde. De un, mon grand frère, qui est mon mentor, que je te disais, il était déjà à Marseille. Et il était consultant en marketing mobile pour Orange, qui est une autre une boîte de téléphonie. Comme le Bell. Oui, c'est ça, exactement. Et j'aurais voulu peut-être aller aux États-Unis, en Californie ou un endroit comme ça, mais d'un autre côté, il venait d'avoir les attentats du 11 septembre. Et là, c'était Bush qui était au pouvoir, puis la mentalité républicaine et tout ça. Puis là, je me disais, tu sais quoi, peut-être que c'est une bonne occasion pour moi d'aller découvrir nos origines françaises, nos ancêtres, de où on vient, les Québécois. Et notre culture, on sait que Montréal, on fait beaucoup de liens avec l'Europe, souvent dans l'architecture, la culture et tout ça. Fait que je me suis dit, je pense que je vais me reconnaître là-bas, puis ça va être intéressant. Fait que je suis parti en France. Puis, en même temps, on a eu un projet, moi et mon frère, de lancer un site web à l'époque qui s'appelait Do You Look Good. Do You Look Good. C'est vous, ça? Il y avait Do You Look Good Québec. Puis moi, j'étais associé avec Do You Look Good, les fondateurs du Québec, pour aller développer ça en France. Ah ben! Quand je suis arrivé là-bas, on a tout organisé une grosse tournée des plages, puis on faisait la promotion, puis du recrutement, parce qu'à travers... Pour les plus jeunes, là, ça, c'est l'ancêtre de Tinder, en quelque sorte. Ouais, un mix de Tinder, Facebook, on peut dire. OK. C'est un site où les gens se parlaient, un site de rencontre, mais en même temps, il y avait le côté concours de beauté. Les gens se votaient. Il y avait un top 10. À chaque année, il y avait un concours de beauté. En tout cas, fait que la France sont très forts sur les castings, la mode, le fashion. Fait que finalement, on a lancé ça là-bas en même temps que j'ai été aux études. Puis une chose qui était très drôle, c'est qu'après quelques mois en France, j'arrivais à l'épicerie puis je disais « Hey, bonjour, ça va bien? » Comme on dit au Québec, tu rentres à quelque part, on se salue, on se demande comment ça va. Bien sûr. En France, ils font pas ça. Ils se demandent pas comment ils vont entre inconnus. Et ils se vouvoient entre jeunes. C'est comme si c'est plus distant, c'est plus froid. Puis là, j'étais là, tabarouette. Je trouvais ça dur de demander à quelqu'un. Ouais, tu demandes à quelqu'un comment il va, puis tu te rends compte que tu le déranges. Non, mais je vous connais pas. C'est ça. C'est vraiment à moi qui parle. Puis la journée que j'ai vu un Américain là-bas, à l'école, j'ai rencontré un Américain, un Mike, puis là, on se présente. Puis je suis comme « Hey, Mike, what's up, bro? » Puis là, on se voit comme là, je me rendais compte que vraiment, la culture
des Québécois, on est beaucoup plus proche finalement des Américains que des Français dans notre mentalité. Même si on mentalité. Mais ça a été une super expérience. J'ai étudié là-bas. Après, je suis revenu à Montréal. OK, ben avant que tu reviennes à Montréal, tu es quand même à Marseille, de son nom d'autrefois, Massilia. Est-ce que tu vas prendre le temps de rentrer dans la culture qui est celle du midi de la France? Est-ce que tu vas goûter au pastis, le Ricard? Est-ce que tu vas aller certains après-midi, dimanche matin, au Calanque? Est-ce que tu vas prendre le temps de vivre un peu le trip français, un peu? Ouais, tout à fait. Saucisson, baguette. Tu connais bien ça parce que j'habitais à côté des Calanques. Ah ouais, nice! C'est vers la route de Cassis. Okay. S'il y a des gens qui visitent Marseille un jour, la route de Cassis, c'est superbe, c'est dans les montagnes et c'est vers les Calanques. Puis les Calanques, je connaissais pas ça moi non plus avant d'y arriver, c'est dans la mer. Puis c'est où est-ce qu'il y a des gros rochers. Puis les gens vont se promener, puis ils font des pique-niques. Oui, j'étais allé là. Les matins, je sortais, je descendais en bas de mon appartement. J'allais me chercher des croissants frais. Je buvais du bon vin rouge qui était pas cher. Je veux dire, même la bouffe en France, la bouffe au dépanneur en canne est bonne. C'est comme la yop, le matin, le gros yop, là, tu sais. OK, intéressant. C'était délicieux. Puis j'en ai profité aussi pour voyager les fins de semaine. Ce week-end, on s'en va à Barcelone. Un autre week-end, on s'en va à Lausanne. Un autre week-end, on s'en va à Amsterdam. On va à Paris. Ça a été une super expérience. J'adore. Donc, c'est de là vraiment que ce goût de la découverte va venir tout en voyageant, en étant en Europe. On voit plusieurs cultures. Une question pour toi. Tu es quand même dans une des mecs, à ce moment-là, une des mecs du sport en Europe, entre autres le ballon rond, le soccer. Est-ce que tu as la chance d'assister à une partie de l'Olympique de Marseille? Absolument, absolument. Moi, j'habitais quand même pas trop loin du stade. Et moi, j'ai toujours eu une obsession pour le sport. Et c'est pas pour rien que je suis tombé dans cette industrie-là dans ma carrière. Et c'est drôle parce que quand je visite une ville ou que je suis dans une ville, mes références géographiques sont par rapport au stade ou aux arénas. Okay? C'est pour ça que je suis déménagé tantôt à côté du Centre Bell. Quand j'étais à Marseille, ma référence, c'était le stade de soccer et le stade de football, comme ils appellent. Et c'est l'OM de Marseille qui est comme le Canadien de Montréal ici. Vélodrome, c'est ça? Exactement, c'est un vélodrome. Et donc, l'Olympique de Marseille, ça me rappelait le Canadien, la passion que les amateurs ont pour leur équipe, la folie qui s'empare de la ville quand il y a des matchs. C'est comme ici au Canadien quand il y a des matchs en série éliminatoire. Donc, j'ai eu la chance d'y aller, je pense, 3-4 matchs là, dans mon année. Et ce qui a été vraiment fascinant, c'est que je me rappelle que j'étais au match. Puis là, il y a les ultras, là, les fans finis derrière les bancs, comme on a un peu à Montréal avec l'Impact, le CF Montréal. Ben oui, le club de football montréalais. Alors, là-bas, quand j'étais au match, je trouvais que l'ambiance était incroyable. Et là, il y avait un joueur qui fait un but. Et là, après, dans le match, le même joueur fait un autre but. Et le même joueur fait un troisième but. Puis je fais un autre match, puis c'est encore le même joueur qui fait tous les buts. Et je me dis, c'est qui ce joueur? C'est qui ça? Je connais pas le soccer vraiment. Et ce joueur s'appelle Drogba. Didier, quand il a fait son passage, jeune quand même. Là, exact. Donc, je le connaissais pas. Et moi, je connaissais pas vraiment beaucoup le soccer. Ce gars-là m'a frappé aux yeux. Puis 15 ans plus tard, je le rencontre à Montréal. Il joue pour l'Impact. J'ai eu la chance de passer du temps avec lui. Puis je lui ai conté cette anecdote-là. Puis c'était très drôle. Superbe. Et là, maintenant, tu reviens au Québec. Tu termines tes études en 2005. Tu vas pas perdre de temps, là. Dès 2005, tu vas être gestionnaire de compte pour le club de hockey canadien, club centenaire. Tu sais, c'est peut-être le rêve de tout petit jeune qui a regardé le Canadien, notre Coupe Stanley, les Patrick Roy, puis tu sais, les Carbonneau, puis tu me vois venir, puis là, tu travailles comme gestionnaire de compte pour le Canadien de Montréal. Tu vas y travailler 2 ans en tant que gestionnaire de compte. Et là, maintenant, tu vas passer dans cette division du Canadien qui est Evenco, n'est-ce pas? Et là, tu vas être directeur des sports chez Evenco.
Ça, là, c'est incroyable. Parce que tu vas nous organiser à Montréal. Maintenant, en faisant les recherches, on découvre, mais Simon Arsenault était derrière ça, entre autres. Lorsqu'on a certaines parties de la MLB, là, Major League Baseball, ici à Montréal, la Ligue de baseball majeure, ensuite, de la NBA, alors que tu es derrière ça, là, quand même. Ça, j'aimerais t'entendre le fait d'avoir organisé autant d'événements. Evenco, tout ce qui est sportif qui se passe en ville, puis il y a une division spectacle en plus. Tu sais, tu avais accès à du monde incroyable. Peux-tu nous parler de cette expérience chez le Canadien de Montréal, quand tu rentres là, ton feeling, puis la satisfaction de tes parents? J'aimerais entendre ça. Ouais. Mais écoute, tu viens de résumer 11 ans de ma vie. 11 ans qui ont été magnifiques. Surtout, on va dire 10 ans, puis la 11e année, ça a été une remise en question qui m'a poussé vers le lancement de mon entreprise. Mais ça a été des années magnifiques. Moi, quand je suis revenu de la France en 2005, là, mon entreprise que j'avais en France, elle n'avait pas fonctionné autant qu'on aurait souhaité. On a fait des erreurs de jeunes entrepreneurs, je te dirais. On avait trop la vision du succès, puis on était moins dans le rationnel, on était moins dans les chiffres, les dépenses et tout ça. Donc, finalement, on a comme fermé le projet, puis je suis revenu en France avec beaucoup plus d'expérience derrière la cravate, mais avec beaucoup de déception quand même que l'entreprise n'a pas fonctionné. Puis moi, en tant qu'entrepreneur inné, que cette passion-là, ce dévouement-là dans tout ce que j'entreprends, là, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais là? J'ai 25 ans, j'ai fini mes études. Est-ce que j'essaie de relancer une nouvelle entreprise comme je venais de tenter il y a 2 ans? Ou est-ce que je vais peut-être sur le marché du travail me chercher de l'expérience? Mais en tant qu'entrepreneur, on ne veut pas travailler pour n'importe qui, puis n'importe où, parce qu'on est tellement passionné, on travaille dans quelque chose. Moi, je ne compte pas mes heures. Le travail, c'est un lifestyle. Puis je me suis dit, une seule entreprise au monde pour lequel je me dévouerais comme si c'était ma famille, ma part entière de ma vie, c'est les Canadiens de Montréal. Wow! La seule pour laquelle j'étais prête à tout donner. Puis là, c'était un rêve pour moi parce que, étant petit gars, j'ai justement trippé sur les Patrick Roy, comme tu as dit. J'ai commencé à suivre le hockey quand ils ont gagné Kirk Mahler, Captain Kirk, hein? Ouais, fait que toutes ces années-là, j'étais un passionné de sport, de hockey, puis des Canadiens surtout. Puis toutes les valeurs derrière le sport, moi, c'est ça qui est venu me chercher. Là. C'est toute la persévérance, le travail d'équipe. Yes. C'est ça, en fait, qui m'a aidé à forger un peu, même qui je suis. Le sport m'a beaucoup influencé dans ma vie, même si j'ai jamais fait de sport de haut niveau. Okay. Et finalement, j'ai décidé de faire application au Canadien de Montréal parce qu'on était dans le lockout en 2005-2006. En 2004-2005, il n'y avait pas eu de hockey, genre de grève pendant 1 an, et je savais qu'il avait congédié plusieurs employés qui allaient réembaucher. Donc, j'ai profité de ce timing-là, mais j'avais zéro contact. J'ai regardé sur le site web, c'est qui le VP marketing. Puis j'ai dit, let's go, on l'appelle, on envoie le CV, puis on cogne à la porte. Donc, c'est comme ça que j'ai finalement eu un retour d'appel. À l'époque, c'est M. Régent Houle qui est là. Ray Lalonde. Ray Lalonde, OK. Ray Lalonde, qui est le VP marketing des Canadiens. Okay. Et le directeur général, je crois que c'est Bob Gainey à ce moment-là. Bob Gainey, hein? Yes. Et donc là, finalement, j'ai un retour d'appel pour une entrevue 3 semaines plus tard. Là, déjà, je suis fou de joie. Et je rentre à mes entrevues et c'est très drôle parce que le monsieur qui m'accueille, il me dit, Simon, ici, c'est comme si tu étais en série éliminatoire de la Coupe Stanley. Le processus d'entrevue, c'est comme passer des rondes. Tu passes la première entrevue, tu gagnes ta première ronde, tu t'en vas en deuxième ronde. Tu passes ta deuxième entrevue, tu gagnes ta deuxième ronde, tu t'en vas en finale de la Coupe Stanley. Tu as gagné ta Coupe Stanley avec le Canadien. J'avais fait de l'analogie, je trouvais ça très, très drôle. Puis finalement, après mes 3 entrevues, j'ai eu l'emploi, puis j'ai commencé à travailler pour les Canadiens, département vente et marketing. Puis là, quand j'ai eu... Les abonnements de saison, là. Ouais, exactement. Puis là, c'était fou. La demande était extrême. Il y avait les nouveaux règlements, plus d'accrochage, plus de ligne rouge. La Ligue nationale se modernisait et voulait rendre le jeu plus excitant. Donc, moi, je vendais des billets de saison comme un fou. Je restais jusqu'à 9-10 heures le soir au bureau. Je mangeais mon lunch sur le bord du téléphone avec ma sandwich pour rentrer des ventes. Puis j'ai vraiment eu des bons résultats pendant les 2 premières années. Mais pour répondre à ta question, comment je me suis senti quand j'ai eu la job? Et maman, papa aussi, comment ils ont réagi? Écoute, quand j'ai eu l'appel après mon 2e entrevue pour me dire « Simon, tu t'en vas en entrevue finale avec le VP », pour moi, c'est comme si on m'annonçait « Tu as la job ».
Parce que dans ma tête, je me disais le VP. Le VP, dans ma tête, je me disais le VP, c'est une formalité. Il faut juste pas que je foire. Mais sinon, j'ai la job. Et j'ai sauté, là, réellement, là, sauté de joie là, pendant à peu près 10 minutes là, en faisant des punches dans les airs, comme si j'avais gagné là, la coupe, là, finalement. Wow. J'aime ça. Je pense que j'étais aussi excité qu'un joueur de la Ligue nationale qui gagne la Coupe Stanley. Fait que finalement, quand j'ai annoncé à mes parents tout ça, je leur en ai parlé pendant une soirée de temps. Puis je me rappelle, la blonde de mon père elle était partie de la maison, puis elle était revenue. Puis je parlais encore de ça 2 heures plus tard. Puis elle me dit « Tu parles encore de ça? » J'avais comme dit « Ouais, je reviens juste pas encore que je vais travailler pour les Canadiens. » Là, j'ai fait de l'entrevue avec le VP. Finalement, ça a super bien été, mais juste pour te conter une anecdote, il me dit « On va faire l'entrevue en anglais. » Ben, c'est ça là que j'allais te demander, parce que ton anglais est quand même bon. À quel moment tu vas le développer? Parce que tu vas la faire, l'entrevue. Ah oui, continue ça. Oui, j'ai dit, OK, no problem, we can speak in English. Tu sais, mon anglais n'est pas parfait, mais je me débrouille, il est fonctionnel. And it has been improving. Ben oui, c'est sûr qu'avec les années, la business, il y en a beaucoup en anglais. Puis une affaire qui est drôle, c'est que je me rappelle que j'essayais d'expliquer au vice-président que pour moi, le Canadien de Montréal, ça fait partie de ma fierté personnelle. Je suis fier d'être un fan, je suis fier de l'équipe, je suis fier de la ville. Et mon sentiment de fierté personnelle a été forgé grâce à la glorieuse histoire du Canadien de Montréal. Puis que ça fait partie comme de mes valeurs et que je voulais contribuer à rendre ce club-là encore plus fier dans le cœur des amateurs. Puis j'arrêtais pas de dire en anglais, moi je pensais que fierté, c'était le mot « proudness ». Puis j'arrêtais pas de dire the Montreal Canadiens is part of my proudness. This is how I... Puis j'arrêtais pas de dire, je savais pas que c'était pride. Ouais, c'est ça. Puis là, à la fin de l'entrevue, j'ai répété que c'était comme je martelais ce message-là. Puis à la fin de l'entrevue, il me serre la main, puis je dis à un de mes amis, il me dit, puis comment ça a été? Je dis, ça a vraiment bien été. J'y ai vraiment dit que c'était ma fierté, le Canadien, puis c'était mon proudness. C'est Pride! Hey, j'ai eu chaud, là. J'ai eu chaud de pas avoir la job, là, puis de passer un peu pour un innocent, mais finalement, non, j'ai eu la job. Puis quand je suis rentré là, c'était comme un rêve qui se réalisait. Puis je me voyais même là toute ma vie. Je disais à ma famille, je pense que j'ai trouvé ma voie de carrière. Puis finalement, après 10 ans, ouais. J'ai fait 11 ans au total. Okay, j'ai travaillé 2 ans pour le département vente marketing. Et ensuite, je voulais faire autre chose. Je sentais que j'allais pouvoir être plus utile à l'entreprise dans un autre département. J'avais beaucoup d'expérience en événementiel parce que j'avais toujours été un passionné d'organisation d'événements également. Puis finalement, ils m'ont proposé 3 jobs un matin. Une qui était de rester au marketing dans le cadre du centenaire des Canadiens parce qu'il allait avoir plusieurs initiatives incroyables. L'autre était d'aller vendre, plutôt travailler aux partenariats commerciaux, corporatifs, commandites, ou d'aller au groupe Spectacle Gillette, qui est devenu Evenco, pour être au développement des affaires. Et j'ai finalement décidé d'aller là pour peut-être sortir de la case vendeur. J'étais en vente. En ayant été au département de commandite, j'aurais resté en vente. Puis le conseil du VP marketing, Ray Lalonde, il m'avait dit, Simon, si tu restes trop longtemps en vente, tu vas être étiqueté vendeur dans ta carrière. Et donc là, c'est un choix de carrière que tu dois faire. Est-ce que tu veux être un vendeur ou tu veux avoir une carrière peut-être de gestionnaire, d'homme d'affaires? Et c'est là que j'ai décidé d'aller chez Evenco en tant que gestionnaire de projets spéciaux. Et je me suis concentré sur les événements sportifs, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure. Mon boss, il me dit, je rentre là, puis il me dit, mon mandat chez Evenco, il me dit, mais développe des projets. Je dis, OK, mais quoi, comment? Développe des projets. Il dit, je te fais confiance, Ray Lalonde m'a référé à toi, ça a l'air que t'es pas fait. Fait que, amène des nouveaux événements à Montréal. Nice. Mais je dis, mais moi, c'est le sport. J'ai dit, moi, là, ma passion, c'est le sport, puis je pense qu'il y a un gros potentiel d'événements sportifs. Il dit, parfait. Il dit, concentre-toi là-dessus. Fait que je me suis concentré principalement là-dessus. J'ai fait autre chose aussi. J'ai fait des relations gouvernementales, de monde du sport. Et principalement le sport. Et là, il y a l'UFC qui a débarqué à Montréal avec Georges Saint-Pierre. Il y a eu plusieurs galas de boxe qu'on faisait avec le groupe Yvon Michel, Camille Stéphane, Eye of the Tiger, Interbox. Ensuite, on a développé des événements avec les anciens Canadiens de Montréal. Les Canadiens allaient jouer des matchs pré-saison à Québec. Donc là, je m'occupais de louer le Colisée à Québec, faire monter le plan d'affaires. Le centre Pepsi aujourd'hui. Oui, là, c'est le centre Vidéotron. Vidéotron, OK. Et c'était le Colisée Pepsi. Ouais, c'est ça. Okay. Puis, donc, moi, je m'occupais de monter les plans d'affaires des événements sportifs
évaluer la viabilité d'un projet, négocier avec des partenaires externes. À un moment donné, j'avais vu à la télé un match de tennis entre Pete Sampras et Roger Federer, en direct du Madison Square Garden, un lundi soir. Un match d'exhibition. C'était à intérieur? Intérieur, sur la glace des Rangers. 21 000, ou 20 000 personnes dans les gradins. Là, je me dis, attends, là, si ça marche à New York, pourquoi ça ne marcherait pas à Montréal? Donc là, j'ai pris le téléphone le lendemain. Vous l'avez essayé à Montréal, ça? Oui, mais en fait, oui, mais on n'a pas eu Pete Sampras et Roger Federer. Oui, mais quand même, OK, ouais. Mais c'était pour te dire un peu mon rôle, donc c'était d'identifier des événements ailleurs puis essayer de vendre les qualités. La faisabilité, oui. Oui, puis vendre les qualités de promoteurs qu'on était chez Evenco et vendre justement nos atouts qu'on avait. Puis finalement, le lendemain, je prends le téléphone, j'appelle, je trouve le promoteur de l'événement à New York. Okay. L'événement de tennis, puis on devient partner. Il vient nous rencontrer à Montréal et on a fait un événement de tennis sur la glace du Centre Bell un soir en 2010, je crois, avec André Agassi. Quand même, mais il y a... André Agassi, Michael Chang, on avait eu aussi Ivan Lendl. Donc, quand même. plein d'événements comme ça. Puis également, j'ai géré les matchs des Raptors qui étaient à Montréal, pré-saison, chaque année. Puis un des grands projets qu'on a réalisé pendant mon mandat, c'est d'aller convaincre les Blue Jays de Toronto de venir faire leur match d'exhibition ici à Montréal. Hein? Exactement. Ça, c'est incroyable. Et là, maintenant, en 2016, tu vas vraiment décider de fonder ta deuxième compagnie ou ta première grosse compagnie. Et là, maintenant, ça, c'est un success story depuis lors. Tu vas nous répondre à cette question. Est-ce que tes qualités de vendeur t'ont aidé à convaincre la brochette de personnalités sportives, médiatiques, olympiques qui t'ont rejoint à l'intérieur de ce que tu proposes dans le groupe MVP? Est-ce que tes qualités de vendeur t'ont permis d'approcher les Guy Boucher, coach Boucher, là, quand même, je me rappelle quand il était au Lightning de Tampa Bay, entre autres. T'as notre DG, M. Bergevin, qui fait partie de groupe MVP. Et écoute, t'en as une trollée, là, tu sais. M. Guy Carbonneau, je suis obligé de dire, capitaine Carbonneau, M. Kirkmuller, ils viennent de quitter, là, un peu pour d'autres projets. Le Canadien, là, avec le remaniement qu'il y a eu au niveau de nos coachs. David Loiseau, Valérie Letourneau, ça c'est au niveau de la lutte, là, UFC, combat. Là. On a également Christelle Ngarlem, ça c'est intéressant, ça. Je trouve ça bien. L'haltérophilie, on connaît les Paul Rivard, grand animateur. Il y a Patrice Bernier qu'on a reçu à Coconut Podcast. Monsieur Camara également, dans le monde des médias actuellement. Capitaine Piette, je pense. Piette, OK. Peut-être les stars disent Piette. Dans un club où le propriétaire est italien, entre autres. Donc, Piette. Coque fai, Piette. Pierre Lavoie. Ça, là, écoute, c'est incroyable. Comment vas-tu réussir à attirer ces gens? Tes qualités de vendeur et la mission qui est celle de MVP? Peux-tu nous en parler? Parce que tu as 5 points là, qui sont des points clés comme mission que tu t'es donnée. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de vendre ta patente, là, pour que tout ce monde-là vienne avec toi, là, les Georges Saint-Pierre, entre autres, pour ne pas les nommer, Lafleur. J'ai fait des projets avec Bianca Andreescu, j'en ai fait avec Boutet, Vladimir Guerrero, Lucien Boutet, Jean-Pascal, des athlètes olympiques, Alexandre Bilodeau, Joanie Rochette. En fait, une belle grande brochette d'athlètes québécois, ou même plus que québécois. Écoute, pour répondre à ta question, oui, c'est sûr. Parce que moi, je pense que des qualités de vendeur, ça peut aider tout le monde dans n'importe quel champ de sa vie. Que ce soit ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Puis je m'explique. Il y a une différence entre un vendeur de balayeuse qui essaie de vendre sa balayeuse au plus haut prix, puis qui n'est pas nécessairement la meilleure sur le marché, puis qui pousse, puis qui... Non. Moi, c'est pas une approche comme ça. Moi, quand tu dis une approche vendeur, moi, je vais te l'expliquer dans d'autres mots. Moi, je vais te dire que c'est important dans la vie d'être convaincu de ce qu'on a à offrir, puis d'être convaincant. Okay? Être convaincu, être convaincant. Puis moi, ça, j'ai appris ça à l'adolescence, fin d'adolescence, que ça peut se traduire aussi en n'ayant pas peur du rejet.
OK? Et la théorie derrière ne pas avoir peur du rejet, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu approches quelqu'un dans la vie, que ce soit mes entrevues au Canadien de Montréal pour avoir la job, que ce soit les partenariats que j'ai approchés au cours de mon mandat chez Evenco pour convaincre des partenaires de travailler avec nous, ou que ce soit les personnalités sportives que j'ai approchées au lancement de mon entreprise, c'est que quand tu approches quelqu'un, puis ça peut même s'appliquer dans notre vie personnelle, il faut toujours se mettre dans les souliers de l'autre personne qu'on approche. Quelle est la valeur ajoutée qu'on amène avec notre proposition? Comment l'autre personne, ton interlocuteur, va être intéressé de faire affaire avec toi parce que tu lui amènes une valeur ajoutée. Et quand tu sais que tu lui amènes une valeur ajoutée, puis c'est ce qu'on appelle du fameux win-win, gagnant-gagnant, de faire une entente gagnant-gagnant, tu le sais que tu as de quoi apporter à l'autre personne. Donc, en sachant ça, la peur du rejet disparaît parce que tu te dis, si la personne me rejette, c'est qui le perdant là-dedans? C'est pas moi, c'est l'autre. Parce que tu as considéré d'avance la valeur ajoutée que tu pouvais lui apporter. Donc, à partir du moment que j'ai compris ça, j'ai jamais hésité de faire du développement, faire des approches, aller voir des gens. J'ai perdu l'intimidation que j'aurais pu avoir d'aller voir des grandes pointures, des gens reconnus, parce que je me suis déjà mis dans leurs souliers avant de leur parler, puis je sais que ça peut être intéressant pour eux. Donc, si eux ne veulent pas ou refusent la proposition, mais selon moi, c'est eux les perdants, et il y a quelqu'un d'autre qui va être intéressé par cette approche. Fait que c'est un peu ma philosophie par rapport à ça qui m'a permis dans la vie de réaliser des grands projets, des projets de fun. Puis, en fait, ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est que pendant mes 10 années chez Evenco, au groupe CH, en gérant les événements sportifs, j'ai eu à les côtoyer. J'ai côtoyé les Georges Saint-Pierre, les Joanie Rochette, les Guy Lafleur, les joueurs des Canadiens. Puis, ils m'ont vu à l'œuvre, ils m'ont vu gérer des événements. Il y a une certaine confiance qui s'est établie avec le temps. Puis, ma réputation s'est bâtie un peu à travers ces années-là. Donc, moi, quand j'ai eu l'idée de lancer l'entreprise, c'était de combler mon désir d'être entrepreneur. Je sentais qu'après 10 ans, je m'accomplissais un peu moins dans mes fonctions parce que j'avais un peu un plafond au-dessus de la tête. Le potentiel n'était pas illimité puisque j'étais dans une structure d'entreprise. Puis, j'ai décidé de sortir pour tenter ma chance dans le monde des affaires. Mais l'idée que j'ai eue, c'était de dire, moi, là, les athlètes, les grandes célébrités sportives, ce sont des modèles dans la vie. Ce sont des modèles de bonne valeur. Pour se rendre à ce niveau-là, ils ont tellement fallu être disciplinés, structurés, que ça, là, on peut tous s'inspirer d'eux. Puis ça peut avoir un impact positif dans notre vie quand on a des beaux modèles comme ça. Moi, c'est LeBron James. LeBron James, lui, incroyable. Tu sais, ça montre une droiture. Le monsieur, il s'entraîne tout le temps. Les Georges Saint-Pierre, même quand ils sont plus dans le combat direct. Tu sais, c'est vraiment des modèles incroyables. Exact. Fait que c'est pour ça, les voyant comme des modèles, que je réalisais que dans le marché, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient intérêt ou qui désirent s'associer avec des athlètes, mais on ne savent pas comment s'y prendre. C'est un peu intimidant. Comment on fait pour attirer ou approcher un Carey Price ou approcher un Georges Saint-Pierre ou un Guy Lafleur? À qui qu'on parle? Où qu'on appelle? C'est compliqué. Ils sont représentés par différents agents aux quatre coins de l'Amérique. Les anciens joueurs, les anciens athlètes n'ont plus toujours des agents. Donc, moi qui avais un gros réseau d'athlètes, qui les voit comme des modèles et des influenceurs positifs dans la société, je me suis dit, moi, là, je veux que les athlètes puis nos grandes célébrités sportives soient rejoignables en un coup de téléphone. En un clic. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit comme Expedia. Tu veux un hôtel, tu veux un vol, tu vas sur Expedia, tu trouves. Boum. Je voulais créer une plateforme que j'ai nommée le groupe MVP. Et je voulais simplifier l'accès aux célébrités sportives pour les entreprises. En faisant la promotion des valeurs positives qui peuvent avoir des impacts bénéfiques sur des marques ou dans des organisations. Et là, j'ai appelé les Guy Lafleur, les Guy Carbonneau, les Joanie Rochette, les Alex, tous les autres que je connaissais. Puis je leur ai dit, chers amis, je me lance en affaires, je quitte mon emploi chez Evenco, mon poste de direction. Et mon objectif, vous générez des partenariats, vous générez des opportunités commerciales, d'implication, des projets. Et vous êtes des modèles, je veux vous positionner comme des influenceurs positifs. Embarquez-vous dans l'aventure, m'autorisez-vous à vous trouver des projets. Et ils m'ont, je dirais, tous dit oui, à part un, peut-être sur 40, pour d'autres raisons, parce qu'ils ne m'aimaient pas. Il n'y avait pas le temps.
Mais ils m'ont tous dit oui, puis là, j'ai lancé l'entreprise et depuis ce jour-là, j'aide les organisations, les marques à développer des projets avec nos grands athlètes. Ça, c'est incroyable. Écoute, le groupe MVP, ils ont 5 missions. Tu nous en as parlé là, allègrement. Juste pour ceux qui sont en train de prendre des notes, là. Je sais qu'il y en a qui écoutent l'entrevue puis ils étudient de l'autre côté de la frontière, puis ça va les aider dans leurs affaires. Entre autres, tu nous as dit, c'est de développer des partenariats entre les différentes entreprises, mais ces différentes personnalités sportives, entre autres, parce qu'ils donnent une plus-value aux produits de l'entreprise. Assurer l'accessibilité de ces personnalités au monde communautaire, entre autres, aux plus petits joueurs comme Coconut Podcast, entre autres. Créer des événements et des expériences uniques. Ça, je pense que tu as déjà toute cette expérience et tu le fais même en temps de pandémie, Simon Arsenault. Tu as voulu mettre sur pied cette campagne un peu visuelle, publicitaire, où tu as fait appel à certaines personnalités de ton écurie, si on peut le dire ainsi, et c'était un peu pour alléger l'atmosphère actuelle, puisque tu sentais que c'est lourd avec tout ça. Donc, tu as créé une belle campagne pub. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient rejoindre une de tes 2 dernières missions, promouvoir les valeurs sportives, le vivre ensemble, la coopération, mais encourager l'éducation et la pratique du sport. Tu vas vraiment mettre de l'avant, je ne sais pas si c'est voulu ou c'est juste ta personne qui est comme ça, mais on sent qu'il y a une place énorme qui est faite à la diversité au sein du groupe MVP. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est parce que toi-même, en tant que Québécois, tu navigues en tant que, francophone, entre autres, bilingue quand même, mais Québécois d'origine, tu navigues dans un monde plutôt anglo-saxon, où ce que des fois, tu peux voir certaines difficultés dû au fait que tu es Québécois. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je t'envoie, mais il y a quelque chose chez Groupe MVP qui fait en sorte qu'il y a une place qui est donnée, qu'il y a des partenariats développés avec des personnalités issues de la diversité. Ça, là, je trouve ça incroyable. Entre autres, Christelle Ngarlem, haltérophile, Monsieur Bernier, Camara, entre autres, Covey, hein, tu sais, ouais, l'artiste, hein, ouais. Hein, l'artiste, là, tu sais. Tu connais bien ton hockey, ton sport. Oh, ça, c'était mon sport préféré, patron. Paul Coffey, je te les nomme, Joe Sakic, Owen Nolan. Tu sais, des fois, là, la diversité, le hockey, on en mange. Moi, en tant que jeune noir haïtien, wow, quand Souban y est parti, là, je suis obligé de suivre du clair, tu sais, ce monde-là, mais tu sais, on aime ça, on adore même. Genre bouffe. Yes. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ouais. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est la beauté et c'est la force du sport. Le sport est une des choses dans la vie qui nous rassemble tous, pour les bonnes raisons. Yes, okay? sir. Parce que le sport, là, quand tu vas au Centre Bell, quand tu vas voir un match de soccer, quand tu regardes dans les estrades, il n'y a pas de discrimination. Tu peux être noir, asiatique, anglais, français, juif. Tu peux être riche, pauvre. Uh-huh. Écoute, tout le monde, on va être en admiration pour la même chose. On se rallie tous, les êtres humains, et on se passionne pour des réussites sportives parce que le sport démontre à quel point c'est rassembleur. Fait que peu importe ton niveau social, peu importe ton origine ethnique, on va se faire des high-fives entre inconnus dans les estrades. Oui, parce que c'est ça le sport. Parce que le sport, c'est une source de motivation, c'est une source d'inspiration, c'est une source de dépassement de soi. Mm-hmm. Et c'est les athlètes qui sont sur l'aire de jeu qui sont ces héros qui nous font triper puis qui nous font vivre des sensations fortes, des émotions. Ils nous font rêver. Puis en même temps, eux, ils promouvoient la santé physique. Puis ils promouvoient la santé mentale. Puis pour moi, c'est toutes ces valeurs-là. Pierre Lavoie, entre autres. Là, Pierre Lavoie, qui fait partie de l'écurie aussi comme conférencier. Mm-hmm. Lui aussi, c'est ce qu'il fait dans la vie. Il promouvoit les saines habitudes de vie, l'activité physique chez les jeunes. Et tout ça, pour moi, c'est interrelié. Là, tantôt, tu nommais un peu nos missions. Moi, mon but aussi, c'est d'encourager la persévérance scolaire. Parce que c'est la base de la société. Une société qui promouvoit l'éducation et qui met de l'avant
l'importance sur l'éducation, c'est une société qui va mieux se porter dans l'avenir. Il va y avoir moins de criminalité, il va y avoir moins de... L'économie va être plus prospère, il va y avoir... tout va mieux se porter lorsqu'on est mieux éduqué. Donc, les athlètes, je trouve qu'ils ont un impact au niveau des jeunes sur l'importance de la persévérance scolaire parce qu'on le voit dans les programmes scolaires, les programmes sport-études. Ouais. Quand tu vas à l'école, tu fais du sport, mais tu reviens de ton cours de sport, tu es plus disposé à apprendre, tu es plus disposé à te concentrer. Fait un alimente l'autre. Le sport alimente l'éducation, l'éducation alimente le sport. Donc, pour moi, c'est comme ma cause principale, c'est de promouvoir. Puis on a fait différentes initiatives pour promouvoir ça, pour aider. On fait des conférences dans les écoles. J'ai aidé un projet aussi qui s'appelle Challenge You, qui est une plateforme pour les décrocheurs scolaires, une plateforme web qui offre l'éducation aux adultes en ligne. Et on a fait un projet avec Georges Saint-Pierre et Steve Bégin, un ancien joueur des Canadiens, pour promouvoir le retour aux études. Fait que c'est tout ça qui me passionne et qui, pour moi, est rassembleur. Puis au niveau de la diversité, moi, j'ai grandi à Brossard avec des gens de toutes les communautés. J'ai eu mes meilleurs amis, c'était des Haïtiens quand j'étais en sixième année primaire. Est-ce qu'on comprend le créole? Si moi, nous comprenez? Nous n'avons boulé, on connaît, pas de choix. OK, on comprend. Je sais, monsieur Bruni Surin, là, il vous donne un peu là, quelques petits cours de temps en temps. Monsieur Bernier. Toujours français de maintenir, mais c'est pas toujours des affaires que je pourrais dire dans la caméra. Ben, c'est ça. Hein? Bon, on apprend toujours les... Ouais, c'est ça. On apprend le plus ce qui se dit derrière la caméra au début, en tout cas. Fait que oui, moi, je trouve que le sport, c'est vraiment ça, la force du sport. Puis il faudrait qu'on s'inspire aussi plus même des collèges américains. Parce qu'aux États-Unis, là, c'est encore plus fort la culture des sports-études. Puis quand tu es jeune, là, puis tu cherches dans la vie, là, moi, j'ai des nièces, j'ai des neveux qui sont à l'adolescence, puis des fois, ils se questionnent comme tout le monde. Mais je leur dis toujours, si vous faites du sport, ça va vous aider à trouver votre voie parce que vous allez développer vos qualités interpersonnelles, vos qualités de communicateur, l'esprit d'équipe, la solidarité. Puis quand on a l'esprit vif, puis qu'on est en santé physique, on a l'esprit justement plus vif à découvrir. Puis je trouve que c'est une belle façon pour les jeunes de se développer en tant que futurs adultes, d'être dans le sport. Puis aux États-Unis, leur programme sport-études, vous voyez comment c'est fort avec la NCAA. C'est incroyable. Oui, c'est fou. J'espère un jour qu'on va continuer à pousser le sport dans les études. Puis que j'espère que le sport va continuer à encourager les jeunes à aller à l'école. Ben, avec des Duvernay tardifs également, on voit d'autres qui quittent vers les universités, même qui partent directement du cégep au basketball, puis qui vont dans la NBA. Ben, je pense que ça commence à être des modèles hyper... Ben, ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, on sent que les jeunes, moi qui est en enseignement, on suit que les jeunes, ils focalisent énormément sur ces modèles positifs. Pour terminer, écoute, ça va vite, ça passe vite. Je pense qu'on va t'inviter de nouveau. Quels sont les projets à venir pour le groupe MVP? Parce que là, le Québec, la francophonie est en train de t'écouter. Ils ont découvert comme un des grands gourous de la ville. Quels sont les projets? Ben, moi, écoute, moi, je dis ce que je dis. Quand Coconut Podcast dit qu'on va recevoir un prix Nobel ou un prix Dynastie, ben, ça arrive presque. Donc, en tout cas. D'ailleurs, le gala de Dynastie, je suis allé presque à chaque année. Je suis invité. Je suis dans les seuls blancs qui sont là. Puis je suis tellement fier d'être là et de participer à cet événement qui est magnifique. Carla Beauvais qui organise ça en partie avec un de mes amis. OK, super. C'est vraiment un plaisir aussi d'être parmi les différentes cultures. Moi, j'adore ça. Donc, là... Les projets. Ouais, c'est quoi les projets à venir, là? Tu nous amènes des matchs de cricket à Montréal bientôt, nous faire découvrir le polo. Tu sais, il me semble qu'on n'en a pas vu beaucoup de matchs de polo au Québec. Est-ce qu'on même s'est permis? Moi, je t'écoute. Quels sont les projets à venir pour Groupe MVP? On va là. Ouais. Là, on est rendu, nous, une agence. Oui, on représente une cinquantaine d'ambassadeurs, une cinquantaine de célébrités sportives, mais on ne fait pas que ça. Parce que là où on se différencie du modèle d'agent traditionnel, c'est que les agents traditionnels travaillent exclusivement dans l'intérêt de leurs athlètes. Okay? Moi, j'ai créé un modèle hybride. Je travaille dans l'intérêt des athlètes pour leur générer des projets, les impliquer, comme je vous disais, puis tout en
poussant nos différentes missions sociales. Mais de l'autre côté, je travaille aussi dans l'intérêt des entreprises. Donc, quand une entreprise nous contacte avec un but de marketing, un but d'avoir des conférenciers, un but de contenu sur les médias sociaux, peu importe, mais vraiment, j'analyse les besoins de l'entreprise, j'analyse un peu leur stratégie marketing qu'ils ont déjà fait et je les aide à développer des stratégies et des plans d'action pour les aider ultimement à augmenter leur vente ou à augmenter leur notoriété. Et en fonction de ça et de leurs critères et de leur clientèle cible et de leur budget et leurs intentions, ensuite, je recommande le meilleur fit parmi les athlètes. Et on développe le projet et j'aide à aller chercher l'athlète. Et ensuite, je vais exécuter la campagne ou le projet avec l'entreprise, tout en aidant l'athlète. Donc, j'aide les deux côtés. C'est le modèle que j'explique hybride. Donc, les prochains projets, moi, mon rêve, c'est que toutes les entreprises fassent appel à des personnalités sportives comme porte-parole, comme ambassadeur, comme conférencier, pour les bonnes raisons que je vous explique depuis tout à l'heure. Donc là, ce qui s'en vient, j'ai plusieurs projets en ce moment. J'ai des tournages qui s'en viennent avec des grandes personnalités sportives et des grandes marques. Donc là, je ne peux pas les annoncer encore. Oui, mais... On a vu des belles pubs, là. Entre autres, est-ce que vous allez voir si vous vous en rappelez de cette pub? On retrouve Marc Bergevin, Guy Carbonneau, toi-même. Vous êtes dans un bureau pour une des grandes chaînes de restauration. Est-ce que tu t'en rappelles? L'Arc doré. L'Arche dorée, oui. McDonald's. Oui. C'est gros, ça, quand même. Oui, ça, c'était le fun. C'était une belle grosse campagne. Là, j'ai aidé pour le partenariat avec Guy Carbonneau dans ce cas-là. Ça a été super le fun. Le concept était humoristique. C'était très, très bon. Marc Bergevin est très bon aussi dans ce genre de situation. Fait qu'on a fait ça. Oui, j'en ai fait aussi avec Bianca Andreescu et Jesperi Kotkaniemi, qui est le jeune joueur du Canada. Oui. Ça, c'est avec les restaurants Copper Branch. J'ai vu. Vegan. Okay. On a fait aussi, tout à l'heure, je te parlais, j'ai travaillé avec des anciens joueurs des Expos comme Tim Raines, Vladimir Guerrero. On avait des canettes de Budweiser qui rendaient hommage aux anciens Expos. Il y avait aussi Moïse Alou là-dedans. Ça a été un gros projet. Donc, en ce moment, là, je te dirais que je suis en discussion puis j'ai des tournages qui s'en viennent pour des partenariats publicitaires entre des personnalités et des marques. Super. Également, on pousse beaucoup les conférenciers, les motivateurs en événements Zoom, comme on fait en ce moment, pour motiver les employés, amener des tactiques justement de gestion d'équipe, de communication efficace, de motivation, d'inspiration. Fait que ça, on en fait de plus en plus parce que les entreprises, tout le monde est en télétravail. C'est pas évident. On vit une période difficile. Donc, on a besoin de modèles dans des périodes, quand on traverse des périodes sombres. Puis je pense que les athlètes ou les anciens athlètes sont des très bons modèles pour... Tu sais, parce qu'un athlète, dans sa carrière, il passe à travers des blessures, des échecs. Puis les meilleurs réussissent toujours à revenir. La fameuse résilience. Comment on se relève? Comment on garde la foi? Comment on garde cette confiance qu'on va être capable de ressortir? Et ça, c'est un mindset. C'est une force mentale. Et les grands athlètes ont cette force mentale. Donc, de les offrir aux entreprises pour des conférences ou des séminaires, c'est une façon de partager cette force mentale-là. Puis ça a un impact positif. Donc, c'est ce qui s'en vient là, de plus en plus au cours de la prochaine année. Simon Arsenault, moi je retiens la force mentale. Toi-même, tu as une force mentale incroyable avec Ray Lalonde. On essaie. Ne serait-ce que d'avoir l'entrevue. Mais il faut croire en soi. Tu nous as donné beaucoup de trucs là, aujourd'hui. Tu as tellement côtoyé de personnalités sportives que je pense que tu t'es imprégné beaucoup de leur parcours et de leur bagage parce qu'aujourd'hui, tu représentes cette force tranquille, genre de Jedi qui est devant nous. Simon Arsenault, tout un honneur que de t'avoir eu à Coconut Podcast. Tes remerciements et si tu as une suggestion quelconque à nous faire là, à Coconut, on t'écoute.
Ben écoute, Alain, tout d'abord, moi, je vais te remercier beaucoup de m'avoir accueilli, puis vraiment la reconnaissance puis le respect que tu me démontres me touche profondément. Vraiment, je trouve ça super gentil. On se connaissait pas, c'est une belle connaissance d'avoir fait. J'espère qu'on va avoir la chance de se serrer la main. À la pandémie, oui. On prend notre vaccin, là, puis on va être prêt. Ouais, c'est ça. Peut-être au gala de Dynastie ou à un match des Canadiens. Ce serait un plaisir. Mais des suggestions, mais moi, c'est ça. J'aime beaucoup lire des biographies de grands athlètes. Ça m'inspire beaucoup. Puis, il y a différents livres qui sont sortis récemment. Il y a Steve Bégin qui a lancé son autobiographie. Qui était c'est pas une autobiographie, en fait, c'est même, il y a Sylvain Guimond, qui est un docteur en psychologie sportive, qui a signé des préfaces dans chaque chapitre. Un livre que je recommande, Steve Bégin, Courage, leadership, ténacité. Une belle leçon de vie. Ensuite, Georges Saint-Pierre, L'art du combat, qui explique toute son histoire. Un petit gars qui vient d'un petit village, qui a été victime d'intimidation, qui est aujourd'hui un des plus grands artistes d'arts martiaux, athlètes d'arts martiaux au monde. Jamais vu. Georges Saint-Pierre, un autre très bon livre. Sinon, Patrice Bernier aussi. Oui, il a sorti un livre récemment, c'est vrai. Son livre. Une autre très bonne suggestion qui explique son histoire. Un gars qui est près des gens, qui est accessible, qui est humble. Moi, c'est ce qui me frappe le plus chez les athlètes, malgré leur renommée. C'est des gens humbles, c'est des gens qui veulent faire une différence. Donc, vraiment, là, je pense que les histoires des grands athlètes peuvent s'appliquer dans nos vies, nous donner des bons conseils. Puis aussi, j'aimerais ça rendre hommage à un ami, un ancien joueur des Expos qui est décédé dans les dernières semaines, Derek Aucoin, qui est un gars que j'aimais beaucoup, qui était un de mes bons amis, qui est décédé du cancer du cerveau. Un gars que j'aimais beaucoup, qui était animateur radio comme toi. Puis, il avait lancé aussi son livre, La tête haute. Donc, une recommandation de livre que je ferai aussi pour Derek. Puis, tu nous as donné de bonnes suggestions. Steve Bégin. Georges Saint-Pierre, Patrice Bernier, puis Derek Aucoin, que tu salues, tu rends un hommage important. On l'a suivi, nous a inspiré, nous qui sommes dans les médias, qui commençons. On avait suivi ça énormément, ça nous a touchés vraiment. Écoute, toute une entrevue. Comme je dis à la toute fin de mes entretiens, nos frères et sœurs Innu, en langue Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins nous disent Miigwech. Dans la région de Montréal, les Premières Nations nous disent Niawen, ce qui veut dire merci. Niawen. Et moi-même, on comprend le créole. Alors, Mabdou, merci en pile, patron, ou son chef dans City. Merci en pile, mon gars. Palagué, et puis on va l'avoir, ça va bien aller. On lâche pas. On lâche pas. Merci. Messieurs, dames, nous étions avec ce gourou de l'événementiel, de la mise en relation avec les grandes personnalités sportives du Québec, du Canada, de l'international. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, le groupe MVP. Vous allez découvrir toute une entreprise et surtout, il connaît pas mal de monde. C'est incroyable. Une entrevue qu'on peut dire 5 étoiles. Alors, on vous dit Niawen, même heure, même poste sur les ondes de Coconut Podcast. Au revoir. Merci.